scientifique par le biais d'analyse numérique. C'est son dont va nous entretenir l'orateur que nous appelons maintenant, et c'est sur des désaccords scientifiques qui va entraîner un retard de réaction face à la dégradation de la biodiversité va apporter son exposé. Madame la Présidente, je vous laisse le soin de l'accueillir. Le professeur Charles Pence est philosophe et historien. Il est chargé de cours à l'Université catholique de Louvain et dirige le Centre de philosophie des sciences et sociétés. Ses travaux portent sur la philosophie et l'histoire de la biologie. Il a introduit des concepts un peu ésotériques pour les physiciens classiques que sont le hasard et les méthodes statistiques dans l'évolution. J'ai essayé de lire un petit peu vos travaux. Je suis très attentive à ce que vous allez me dire. Et il est très fortement engagé dans l'analyse de la biodiversité. Et on va lui laisser la parole maintenant. Il va nous exposer ce qu'il pense de la crise de la biodiversité. Voilà, donc, merci beaucoup d'abord, Madame la Présidente, chers académiciens, chers académiciennes, pour l'invitation, d'autant plus parce que, évidemment, je suis étranger dans au moins 3 sens que je vois. D'abord, je vais vous parler de la biodiversité, qui est un sujet qui est un peu aux frontières de la médecine, j'en comprends bien, et j'aimerais bien en discuter plus lors de la période des questions. Deuxièmement, je suis, oui, comme le président vient de dire, philosophe historienne des sciences de la vie, donc ni scientifique ni médecin. Et troisièmement, et d'autant plus, je suis américain d'origine. Donc voilà mes excuses. Alors, qu'est-ce que je vais montrer aujourd'hui dans cet exposé? J'aimerais bien juste vous donner un coup d'œil sur nos recherches par rapport justement à la crise de biodiversité, mais je promets que c'est rien d'autrement philosophique. En fait, je vais montrer le côté le plus empirique de mes travaux que je fais. Donc voilà, il y aura des données, il y aura quelques graphes, ça va aller. Et donc, on étudie parmi d'autres des questions d'ambiguïté et de désaccord comme moteur possible, pour ainsi dire, de notre manque de réaction, les soucis de réaction à la crise de biodiversité, que tout le monde connaît bien, qu'on se dit maintenant. Donc, je vais commencer en présentant un peu, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette ambiguïté ou ce désaccord dans le contexte de la biodiversité et de la taxonomie? Puis je vais montrer justement nos analyses empiriques, on a construit un corpus des articles scientifiques portant sur la taxonomie surtout. Et puis je vais utiliser des analyses de ce corpus empirique afin de tenter de cibler où exactement se trouve ce désaccord par rapport à ces concepts en taxonomie et biodiversité, afin de nous orienter vers l'action. Donc c'est la cartographie orientée vers l'action. Et en général, oui, message d'ensemble, j'aimerais le mettre à l'avant, donc maintenant vous pouvez revenir à vos mails. Il y a un sentiment fort dans la biologie, dans la philosophie des sciences, qu'il existe un tel désaccord, et que ce désaccord pose un gros problème pour la biologie de la conservation, pour nos réactions à la crise de la biodiversité. Mais ça, c'est un constat empirique, où ça devrait être, et on pourrait le tester. Et donc, notre but, c'est d'aller justement dans ce sens-là. Donc voilà, ok, c'est quoi la biodiversité? C'est quoi le lien entre la biodiversité et la taxonomie? Biodiversité, c'est un concept extrêmement intéressant parce que c'est la sorte de truc qu'on reconnaît comme on la voit. C'est-à-dire, ok, mais tiens, ce sont des trucs comme ça. Oui, ça c'est super biodivers. Ok, ou voilà, ben voilà, comme ça. Je blague toujours quand je parle aux biologistes de la conservation que tout le monde connaît, c'est le genre de cas d'études sur lesquels vos parents croient que vous travaillez. Donc voilà. Ce qui rend aussi philosophiquement intéressant ce concept, c'est que ça a toujours été en tension. D'un côté, ça doit être plus grand que des espèces isolées, ce qu'on appelle parfois les mégaphones charismatiques. C'est quoi qui est toujours dans les logos,
des ONG pour la conservation, quoi. Ce sont les ours polaires, ce sont les ours pandas, etc. Ces mégaphones charismatiques avec lesquels on peut avoir un peu plus d'empathie. Évidemment, on sait que ça ne va pas en soi seulement, parce qu'il faut capter alors les relations écologiques. Il faut en capter plus que ces seules espèces isolées. Mais également, et ça c'est un autre problème potentiel, il faut avoir quelque chose de plus petit que juste, ok, mais préserver tout le vivant. Parce que préserver tout le vivant, on ne peut pas agir là-dessus. Ça ne sert à rien, franchement. Et cette tension a toujours été notée par les biologistes qui ont fondé la discipline de la biologie de la conservation. En fait, parmi les premiers, Soulet, qui a d'une manière ou d'une autre été à la fondation de la biologie de la conservation, il a appelé cette branche de la biologie une science des crises. Et il a comparé la relation entre biologie de la conservation et biologie en général, un peu comme la relation entre chirurgie et médecine en général. On agit dans l'urgence. On agit dans l'urgence, on agit, c'est même pire que ça, la chirurgie en temps de guerre. Donc on agit dans l'urgence, il faut parfois agir sans toutes les informations qu'il faut. Et cette tension alors a entraîné une sorte d'ambiguïté assez profonde. Évidemment, on voit toujours des liens entre un concept général de la biodiversité et ces seules espèces isolées qui créent de l'actualité si on regarde nos façons de présenter la biodiversité. Côté scientifique, évidemment, la mesure la plus commune de la biodiversité, c'est ce qu'on appelle la richesse spécifique. On compte le nombre d'espèces dans une zone particulière. Peut-être on alimente ce chiffre avec d'autres mesures de la distance phylogénétique, parce que c'est mieux de préserver une poignée d'espèces un peu plus distantes les unes des autres qu'une poignée des fourmis, je crois. Mais ça veut dire alors que si on est dans le métier de compter les espèces, alors il faut comprendre en quoi consiste une espèce. Et ça, c'est une question philosophiquement assez vieille et extrêmement controversée. Et ça veut dire alors qu'en plus que toute cette ambiguïté qui se trouve intrinsèquement aux côtés de la biodiversité, toutes ces études vont hériter de tout désaccord de la taxonomie. Et donc, on a désaccord, puis désaccord. Et évidemment, si on est un philosophe des sciences, et on lit, ça c'est un article dans Nature, si on lit qu'il y a de l'anarchie en taxonomie, mais ça c'est, vie en rouge pour les philosophes de la science, quoi. On est bien capté, les scientifiques en train de parler comme ça. Il doit y avoir de l'analyse là pour clarifier ce qui se passe. Et voilà, c'est là où on arrive à une analyse empirique. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un corpus de plus ou moins 40 000 articles scientifiques avec tous leurs textes. Donc c'est pas juste les résumés, c'est pas juste les métadonnées, c'est tout le texte de tous les articles, dont des revues scientifiques qui sont vraiment engagées à faire la taxonomie. Donc c'est pas, on ne trouve pas ici les revues généralistes, on ne trouve pas ici les revues de la biologie générale, il n'y a pas de Science, il n'y a pas de Nature, il n'y a pas de Cell, etc. Non, ce sont les genres de revues dont on publie si on aimerait démontrer une nouvelle espèce. Donc moi j'ai trouvé un oiseau là-bas qui fait comme ça, c'est nouveau, donc voici, nommé, décrit, point barre, c'est vraiment dur. Évidemment, moi, je n'ai pas grande envie de lire 40 000 articles en taxonomie dure. Donc, on a tenté de mobiliser les outils des humanités numériques, le forage de texte. Vous avez peut-être entendu parler, parce que, évidemment, dans le domaine de la médecine, en fait, dans la pharmacologie, la découverte des nouveaux médicaments, des outils de forage de texte, des fouillages de texte, désolé, ont été assez généralement utilisé pour trouver des liens inattendus dans la littérature. Donc, peut-être vous avez entendu
déjà un peu de discussion. Juste en termes de date de publication, désolé pour les axes un peu lisibles, mais évidemment, on travaille avec des textes numérisés, ce qui veut dire qu'en général, la grande majorité de notre corpus se trouve entre 2000 et plus ou moins 2018-19. C'est là où on a la fin de notre récolte des PDF. Je peux en parler longuement avec un sandwich par rapport à tout ce qui est du copyright, c'est horrible, mais je m'en passe. Donc alors, le but, c'est quoi le but? Le but, c'est d'analyser ce tas d'articles afin de savoir, mais c'est sur quoi exactement qu'on n'est pas d'accord. Parce que bien évidemment, les philosophes des sciences, on aime toujours trouver du désaccord dans ce que nous considérons comme important. Évidemment. Donc pour nous, ça veut dire désaccord conceptuel. Donc, ok, mais oui, le problème doit être qu'on n'est pas d'accord par rapport à notre concept d'espèce. Ou le problème doit être qu'on n'est pas d'accord par rapport à notre concept de la biodiversité. Soit, mais ça c'est un constat empirique. Encore une fois, on doit pouvoir détecter le signal de ce désaccord dans la littérature. Et donc on va commencer avec une lecture attentive de plusieurs articles où on est assez certain qu'on a un peu de désaccord taxonomique. Et je vais remercier déjà là, et encore une fois à la fin, un postdoctorant qui travaille avec moi, Stein Konix, qui a fait du travail énorme sur ce projet. Excellent chercheur. Et on est arrivé enfin à 4 listes de mots. 4 listes de mots-clés qui semblent être le type de choses dont on parle quand on est en train de exprimer le désaccord. Et donc, je vais présenter qu'une seule liste, c'est notre liste disagreements. Et oui, évidemment, on trouve là-dedans des mots comme critique, disagree, reject, misunderstanding, misclassify, etc. C'est assez attendu, mais c'est confirmé par la lecture attendue. On a aussi, et ça c'est marrant, au moins un peu de détecter ce type de truc dans la littérature, on a une liste de termes péjoratifs. Parce qu'effectivement, parfois, cette littérature en taxonomie devient vraiment méchante. Et c'est toujours intéressant de détecter là où il y a ce fort désaccord entre les chercheurs. Alors, comment faire engager une telle liste avec notre corpus? Et là, on va utiliser une méthodologie assez classique, c'est le topic modeling. Bref, c'est très facile de présenter aux gens avec une formation scientifique parce que c'est juste une sorte de réduction de la dimensionnalité qui est parfois un peu difficile d'expliquer aux journalistes. Qu'on peut réaliser sur un corpus de texte. Et donc, on considère nos documents comme des vecteurs dans un espace ayant, en fait, en l'occurrence, 172 millions de dimensions, c'est-à-dire qu'il y a 172 millions de différents types de mots uniques dans le corpus. On réduit chaque document à un vecteur dans cet espace, et puis on réduit l'espace à 125 dimensions. C'est quelque chose de beaucoup plus gérable. Puis on peut demander au modèle quel topic donne le plus de probabilité ou justement les mots dans nos listes de termes qui signalent le désaccord. Donc quand on est en train de parler de quel sujet, sommes-nous plus aptes à exprimer du désaccord? Et on trouve 2 topics là-dessus pour notre liste de disagreements, c'est 43, et pour la liste de pejorative terms, c'est 43 et 120. Je vais vite les démontrer. 43, qui est le topic pour disagreement, ainsi que pejorative terms, on voit des mots comme description, new, publish, publication, ainsi que, c'est pas dans le bon ordre, mais International Zoological Nomenclature Code, c'est-à-dire les règles qu'il faut suivre afin d'introduire une nouvelle espèce, ainsi que synonyme. Et donc de déclarer une espèce comme synonyme, c'est de retirer une espèce. C'est de dire, oui, avant on a cru qu'il s'agissait de 2 espèces, en fait, ce sont des synonymes, c'est une seule. Donc justement, il y a parmi le plus de désaccords et mots péjoratifs qu'on est en train de soit présenter une nouvelle espèce, soit discuter si une espèce est un synonyme et doit alors être retirée. Et deuxièmement, et là seulement pour les mots péjoratifs, il y a des mots comme genera, group, genus, family, clade, c'est-à-dire on argumente sur le rang. On est en train de discuter le rang d'un groupe donné.
Et là, on devient un peu méchant. Voilà. Ça, c'est intéressant et ça confirme un peu nos intuitions par rapport à là où on devrait trouver le plus de désaccords. Mais évidemment, on aimerait avoir un peu plus de précision que ça. Justement, surtout, dans ce premier topic, là où on a vu que ajouter une espèce et supprimer une espèce était un peu confondu. Donc j'aimerais bien pouvoir distinguer ces deux situations. Donc on s'est tourné vers un autre type de modélisation, Document Vector Models, ce qui représente directement les mots dans notre corpus par des vecteurs dans un espace ici 100 dimensionnel plutôt que 125. Et puis on représente chaque document comme un vecteur dans ce même espace. Parmi d'autres avantages de cette méthodologie, c'est que ça produit des chouettes visualisations. Donc voici les vecteurs dans cet espace 100 dimensionnel mais réduit à 2 dimensions avec un peu de cluster pour visualiser. En général, chaque cluster est l'étude d'un groupe d'un type d'espèce. Donc, je me souviens bien que ce cluster on le livre tout en haut, on verra le livre en haut. Ça, c'est les araignées. Donc, voilà. Et maintenant, on peut demander, mais désaccord sur quoi exactement? Donc, maintenant, on peut revenir vers cette question qu'on a eue d'abord. Et on peut analyser notre liste de termes qui marquent le désaccord dans cet espace 100 dimensionnel. Donc on peut transformer cette liste en un vecteur, et puis on peut poser la question, mais quel document se trouve assez proche à ce vecteur? Donc quel document se trouve dans ce qu'on peut appeler la zone de désaccord dans notre espace qui représente le document, ainsi que quels documents sont les plus loin de notre zone de désaccord dans notre modèle. Et puis, on peut se demander, ok, mais dans ces zones-là, donc au désaccord, bas désaccord, on peut extraire tous les noms d'espèces qui se trouvent là-dedans et comparer les relatifs par rapport à l'occurrence d'un grand groupe dans un type d'article versus l'autre. Et on voit qu'effectivement, il y a le plus de désaccords quand on parle de mammifères, donc presque 4 fois de plus de désaccords, ou les oiseaux. Champignons, je m'en passe, c'est un peu compliqué, je peux en dire plus pendant les questions, la taxonomie des champignons, c'est un peu weird. Poissons, ça c'est juste 2 fois c'est à la limite de détection. Il y a moins de désaccords chez les insectes, qui sont le groupe le plus grand, en fait, de toute la taxonomie. On peut également demander si les analyses qu'on a faites jusqu'à maintenant nous donnent un peu un levier pour détecter s'il y a des désaccords par rapport à nos méthodologies. Et la réponse, malheureusement, est non. On détecte très clairement dans le topic model un topic par rapport à la phylogénétique moléculaire, donc c'est tous les mots auxquels on s'attend, mais c'est populaire partout. Tout le monde utilise les outils moléculaires maintenant de nos jours. Donc ça ne distingue pas vraiment soit les différents taxa, soit les différentes traditions de recherche. Il n'y a rien dedans, malheureusement. Finalement, on peut poser la question par rapport à d'autres mots qui ne sont pas directement liés au désaccord, là où on a commencé. Et donc, je peux poser la question, hormis les mots dans notre liste, nos différentes listes qu'on a mis en œuvre par rapport au désaccord directement, quels mots sont importants pour les articles au désaccord en comparaison avec les articles bas désaccord? C'est-à-dire, quels mots marquent fortement l'appartenance à cette collection au désaccord de l'autre collection bas désaccord? Et on voit enfin quelque chose d'assez intéressant, ou pour ainsi dire au moins provocateur. C'est qu'ici, ce qui marque la zone de désaccord, on voit par exemple Western, North and European, tous les trois. Et le premier mot pour non-désaccord, c'est China. Et je peux dire aussi que India est juste en bas de la liste. C'est littéralement le prochain mot après le cut-off, juste là. Ça nous donne une indication assez
oui, interpellante, c'est-à-dire peut-être un facteur très important, et on va aller l'étudier bientôt, c'est juste le fait que, tiens, ici en Europe de l'Est, on s'est passé 3 siècles, 4 siècles à faire de la taxonomie. Et donc, si on travaille toujours là-dessus, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à écrire. Si on veut travailler là-dessus toujours, il faut être en désaccord avec quelqu'un quelque part. Donc, en comparaison, alors, si on travaille avec les espèces qui viennent de la Chine ou de l'Inde, il y a beaucoup de ce qu'on appelle taxonomie de premier ordre qui est toujours à faire là-bas. On ne sait pas exactement ce qu'il y a. Les groupes taxonomiques qui travaillent dans ces pays-là sont toujours juste à la recherche de décrire ce qui les entoure. Et donc, peut-être on doit tourner un peu vers l'endroit ou comment dire, le domaine de l'étude comme un facteur qui est extrêmement important. Très vite, juste pour faire 5 secondes sur ce qu'on aimerait faire pour l'avenir, on aimerait analyser ce désaccord seulement des sections méthodologiques des articles pour capter un peu mieux cette question de désaccord méthodologique. On croit que ça existe et donc c'est un peu étrange de ne pas encore avoir pu détecter ça dans nos analyses parce qu'il y a toujours des laboratoires qui travaillent avec des méthodes assez classiques ainsi que d'autres qui travaillent avec des méthodes très moléculaires. Donc c'est un peu étrange de ne pas le voir dans nos données. On aimerait aussi, on l'a fait d'une façon très préliminaire, mais on aimerait aussi construire un peu plus de solidité, un corpus d'autres désaccords pour distinguer ce qu'on peut appeler le désaccord conceptuel, ce qui compte pour les philosophes vraiment, juste du fait qu'on a déjà fait la taxonomie en Europe pendant 400 ans. Et enfin, on aimerait ajouter du geocoding pour examiner justement cette question d'endroit étudiée dans le contexte. Donc encore une fois, de plus, je remercie à Synchronix pour tout ce qu'il a fait dans le projet et n'hésitez pas de poser des questions et trouvez-moi nous. Avez-vous des questions? Je pense que vous nous avez fait sortir de notre zone de confort. J'imagine que c'est un peu le... Mais je voudrais dire que c'est un exposant décoiffant, certainement, et vous en êtes un bon exemple, mais je voudrais demander, est-ce que l'intelligence artificielle ne doit pas accélérer tout ça? Justement, donc, c'est très intéressant, c'est un domaine de recherche très actif, de tenter de savoir comment les large language models, justement, peuvent aider dans ce contexte. Évidemment, quand j'ai parlé de ces trucs de document modeling, c'est le même genre de technologie qui est très proche à la base de ces large language models. Et on aimerait travailler un peu plus. Évidemment, le problème dans ce contexte, c'est qu'un corpus taxonomique a tant de mots que même l'IA n'a jamais vu. Tous ces différents noms d'espèces, ces trucs super techniques, etc., que ça, la première fois que j'ai tenté, ça a planté assez clairement, mais déjà, ça date d'il y a 3-4 ans, et 3-4 ans, c'est éternel dans ce domaine, quoi. Donc, c'est le moment de relancer, on a planifié de le faire bientôt. Merci. Une question? Oui, Charles, moi j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas un terrible biais dans l'analyse quand tu as montré que tu as parlé de biodiversité? Quand on parle de biodiversité, on pense à la nature, tu as montré des arbres, et puis tu as regardé ces conflits taxonomiques, ces désaccords pour les mammifères, pour les oiseaux, et puis les insectes, c'était au fond. Et dans toute la recherche de littérature, y a-t-il eu également des conflits, des accords, comme tu les appelles? Dans la nomenclature et dans la classification d'espèces beaucoup plus simples, je pense à des bactéries, et pour ramener le sujet plus proche de la médecine, on a une biodiversité gigantesque dans notre tube digestif. Est-ce que ceci ressort également, est-ce que ce genre de problème ressort également à ce niveau-là? Excellente question. Donc,
les deux grands groupes qui tombent un peu, et je vais pas montrer les données, tiens, je vais les deux grands groupes qui tombent de notre analyse, c'est-à-dire que les deux grands groupes qui ne sont pas visibles dans notre corpus, sont les champignons et justement les bactéries. D'abord les champignons parce que, selon ce que je comprends bien dans la mycologie, il y a beaucoup qui est toujours fait par des amateurs. Et donc, les revues scientifiques dans la taxonomie mycologique, en fait, sont publiées au sous-sol de quelqu'un quelque part au milieu de nulle part. Donc, je ne vais jamais avoir accès. Pour les bactéries, c'est notre problème. Pour les bactéries, le problème, c'est que espèce bactérienne ne veut presque rien dire. C'est hyper compliqué. Évidemment, bref, j'imagine dans cette salle, tout le monde le connaît, mais les bactéries ont beaucoup trop de sexe. Il y a beaucoup trop d'échanges de matériel génétique horizontal. Et donc, distinguer des linéages, la filiation des bactéries, c'est extrêmement compliqué. Et donc, dans la philosophie de la biologie, il y a une toute autre tradition par rapport à qu'est-ce qu'on dit par rapport aux espèces des bactéries. Et très souvent, par exemple, le gram-negative, gram-positive, comme ils disent, ce genre de trucs, c'est pragmatique, c'est pratique plutôt que conceptuel. On l'utilise juste parce qu'on doit pouvoir classifier ce qu'on a, afin, par exemple, de traiter en médecine. Et donc, oui, justement, ça tombe un peu de l'analyse. J'aimerais aller dans ce sens plus tard, mais il faudrait notre corpus. C'est intéressant d'avoir l'avis de Patrice Kenny là-dessus. J'avais la même question. Voilà. Oui, moi j'avais aussi cette question-là, j'en avais une deuxième. En fait, c'est très rapidement sur votre exposé. Vous appliquez une certaine méthodologie de recherche au sein de la littérature. On voit parler d'accords, de désaccords. C'est aussi un topic qui est très important, je pense, en médecine. Et c'est pas parce qu'on a des guidances, qu'on a des guidelines, que finalement tout le monde est d'accord. Souvent, je veux dire, quand on reprend un petit peu, ce sont des experts qui sont souvent bien convaincus sur base de hard data. J'en suis totalement d'accord. On a des systèmes de classification, donc justement de ces recommandations sur base d'épreuves, mais on a tendance aussi à ignorer des fois toute une part de la littérature qui des fois est innovante avec des idées nouvelles qui montrent du désaccord par rapport à ces guidances. Est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi d'appliquer les méthodologies de travail que vous avez ici, donc notamment pour la taxonomie, dans le domaine de la médecine, dans le but de se faire rendre compte sur une guidance qui existe à un moment donné, du taux de désaccord qui existe dans la littérature par rapport à cette guidance? C'est une excellente question. Comment dire il y a deux façons de répondre. La plus vite, c'est de dire oui, on peut y travailler ensemble. Ouais. mais l'autre est de dire ça, c'est une autre chose. Enfin, ça ne me rend pas tellement étranger dans un tel groupe comme ici. Mais par rapport aux autres travailleurs dans les humanités, en fait, on a une sorte de côté comme l'anotechnique. C'est-à-dire que vous avez absolument raison que ce sont des méthodologies qui sont d'application très générale. Et maintenant, on a lancé des projets avec plein de différents collaborateurs parce que, oui, on a maintenant, dans toute la base de données, on a environ 2 millions d'articles scientifiques. On n'a pas encore lancé vers la médecine, on a environ 2 millions d'articles scientifiques en général. Et donc, disons qu'on accepte des propositions de collaboration de partout, justement parce que oui, on croit fortement que ça doit généraliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais une question à vous poser. Je rebondis sur ce que disait mon collègue sur le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est qu'il y a un indice qu'on appelle l'indice de Shannon. Donc cet indice-là est un indice qu'on calcule pour évaluer le microbiote intestinal, et en fonction de cet indice-là, on peut prédire donc, éventuellement, par exemple, en parlant d'obésité, en parlant de résistance à l'insuline. Donc ce serait intéressant éventuellement de me donner votre avis. On utilise des techniques de séquençage métagénomique pour pouvoir affiner un petit peu cet équilibre bactérien au niveau intestinal. Je me demandais, donc c'est un slide qui aurait été là-dedans si j'avais plus de temps, donc je peux en dire quelques mots. Je n'ai présenté que cette question de richesse spécifique, mais évidemment il y a au moins
deux autres façons très importantes de tenter de définir clairement la biodiversité dans ce contexte. L'un, c'est un peu moins applicable, c'est ce qui est plus classique, c'est la diversité, soit des caractéristiques, soit des formes, ce type de choses qui remontent un peu à une biologie plus vieille. Mais l'autre est justement diversité génétique. Donc maintenant qu'on peut, par exemple, je me souviens bien, j'étais à Woods Hole en Massachusetts, et ils étaient en train de terminer un projet où ils ont juste essentiellement séquencé tout ce qui est dans le lac derrière le labo. Et donc, mettre le tout dans la machine, et puis on arrive très vite aux indices mathématiques de diversité, ça veut dire quelque chose d'important. Et donc, c'est pour ça qu'on est si intéressé par cette question de désaccord méthodologique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ce type de méthodologie plus quantitative, plus directe, plus génétique est confrontée à ce point, c'est-à-dire cet ancien monde de mais combien de types je sais pas, de types de vol d'oiseaux avons-nous dans tel ou tel environnement. Donc justement, on est très intéressé à aborder ce côté plus quantitatif, et c'est une excellente idée de peut-être faire le pont avec la microbiologie, de poursuivre ces indices dans ce domaine-là. Merci. Serge Goldman. Merci. C'est un exposé très intéressant. Vous avez commencé par dire que finalement votre démarche est philosophique, et puis vous utilisez une méthode qui évidemment va mener surtout à quelque chose de descriptif. Vous extrayez énormément de données, et puis vous les décrivez. Et évidemment, en voyant votre diapositive qui confrontait la liste des choses en rapport avec du controversé et non controversé, on se retrouve avec des mots comme West, North, Europe, et puis dans l'autre colonne, la Chine. J'étais très étonné que dans cette volonté d'interpréter vos données, qui est quand même la démarche philosophique de base, vous n'ayez pas été frappé par le fait que la Chine, par rapport à la biodiversité, a probablement une position politique qui est différente de celle qu'on rencontre dans les pays signalés dans la première colonne, Europe, etc., etc. Donc vous dites, oui, ça c'est plus ancien, et donc probablement qu'il y a plus de controverses. Oui, il y a aussi une tradition, qui est notre tradition cartésienne, la tradition des Lumières, qui nous amène probablement à une position plus libre-exaministe aussi, si je puis dire, si je peux me permettre cette expression, des données que nous pouvons acquérir. Donc, je voudrais savoir quelle méthodologie philosophique, cette fois-ci, vous appliquez pour interpréter la masse de données que vous traitez. Évidemment, une excellente question. Oui, je me suis reculé un peu de prendre ce genre de conclusion, justement parce que les analyses restent un peu préliminaires. Et donc, avec ce type de données provisoires, ça m'inquiéterait un peu d'en tirer des conclusions trop fortes. Donc, d'abord, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire? Bien évidemment, on part dans ce sens. Mais pour expliquer ce côté de la méthodologie, c'est pas pour rien que je pars très souvent de cette question de cartographier. Parce que je crois que c'est... Parfois, évidemment, je travaille avec des méthodes un peu inhabituelles dans la philosophie. Donc, je rencontre très souvent... tu peux dire même méprise, parfois, dans la philosophie par rapport à ce genre de méthodologie. Donc, j'en ai réfléchi beaucoup. Je crois que certains pensent qu'on va pouvoir aller tout de suite aux conclusions normatives et dire, tiens, voilà, c'est ce que les données disent, et donc, ça y est, et donc c'est telle ou telle chose qu'on devrait faire. Pour moi, non, pas du tout. Mais, si on peut cartographier là où on trouve ce désaccord, on peut dire quelles pistes philosophiquement parlant seront peut-être ou pourront engager avec la réalité scientifique souterraine. Et donc, par exemple, si
tous les scientifiques, si tous les philosophes de la science, si tous les philosophes de la biologie aimeraient mettre toute la responsabilité pour ce désaccord au pied de désaccords conceptuels, parce que c'est ça qu'on étudie, parce que c'est ça qu'on comprend bien, on a écrit plein de livres là-dessus. Mais si on trouve enfin qu'on détecte littéralement presque aucun signal de désaccord conceptuel dans la littérature, ça doit dire que nous sommes dans la mauvaise voie, philosophiquement parlant. Ou il faut une réinterprétation, un travail de réinterprétation de ce qu'on trouve dans les sciences énorme afin d'arriver à une confirmation de notre constat. Et donc, pour moi, c'est plutôt comme un correctif à la recherche philosophique. Donc, une fois qu'on arrive à des conclusions pour cette cartographie, dans lesquelles on a assez de confiance pour continuer, maintenant, c'est le temps de revenir vers tout l'état des hypothèses philosophiques qu'on a déjà. Et oui, peut-être enfin, la seule conclusion normative qu'on peut en tirer, c'est quelque chose, peut-être à ce niveau politique, peut-être à un niveau... quelqu'un m'a demandé il y a quelques semaines en parlant de ce projet, est-ce que vous allez enfin juste tout simplement dire, donc arrête de faire la taxonomie en Europe, ça ne sert à rien. Peut-être, j'espère que non. mais ce sont le genre de questions normatives à laquelle on peut se tourner une fois qu'on comprend ce qu'il y a vraiment dans la littérature, je crois. Merci. Un tout grand merci pour cet exposé décoiffant et la question sur faut-il encore faire des classifications. Et est-ce que vous avez trouvé une solution à la crise de la biodiversité? Un grand merci. J'imagine que non, mais un tout grand merci. On va dans le bon sens.